Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons donc pouvoir débuter cette cérémonie de signature de la convention de site entre le CNRS et l'Université fédérale Bourgogne-Franche-Comté. Cet après-midi sera découpé en plusieurs temps et nous allons commencer par une série de discours et je vais tout de suite donner la parole à Pascal Vérac, qui est le directeur de l'ENS2M et qui nous accueille dans ses locaux aujourd'hui. Avec plaisir. Je vais me permettre, si vous permettez, d'enlever le masque. On a les distances suffisantes donc pour m'exprimer. Monsieur le recteur, Madame la vice-présidente, Monsieur le PDG du CNRS, Monsieur le président du BFC, chers collègues présidents et chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est un véritable plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui à l'ENSEM pour cette occasion, la signature de la convention de partenariat de site entre notre établissement fédéral UBFC et le CNRS. Cette convention a pour objectif de préciser les éléments de la politique scientifique partagée sur notre site Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que la mise en œuvre opérationnelle au sein des unités d'autre partage de la tutelle. Alors, le CNRS est un partenaire ancien et diversifié pour quasiment toutes nos activités sur le site Bourgogne-Franche-Comté, puisque je crois que les collaborations s'étendent à quasi tous les instituts du CNRS. Cela fait quelques longues années déjà que nous partageons et que nous menons ensemble des projets structuraux, tous les projets PIA, et les LABEX, les Equipex, et bien entendu, le CNRS nous accompagne depuis le début pour notre projet ici, que nous partageons ensemble avec les priorités thématiques que nous défendons sur notre territoire. En complément de cette convention de site que l'on va signer, nous allons aussi signer une convention de partenariat entre établissements membres du BFC qui permet de formaliser, et je dis bien formaliser notre collaboration, puisque depuis la création de notre commu BFC, nous avons décidé de fédérer l'ensemble de notre recherche au sein de cet établissement. Donc nous allons aussi formaliser cette coopération que nous menons déjà ensemble depuis quelques années. Alors, pour ceux qui sont les plus anciens peut-être, nous avons démarré la première convention de site date de 2012, entre le CNRS et puis le territoire Bourgogne et Franche-Comté à l'époque. Cette convention de site 2012 s'est terminée en 2016 avec un avenant en 2017 et dès 2017 nous avons commencé les réflexions pour arriver finalement à cette convention de site que nous allons signer aujourd'hui. Alors vous allez me dire 2017-2020, ça a demandé quelques longues années de réflexion, interrompues par la mise en place de notre projet ici, de la construction de notre commune évidemment. Et au cours de ces années, différents acteurs effectivement ont participé à ces réflexions et j'en profite aussi pour saluer donc les anciens présidents d'université, cher Alain, le président de l'université de Bourgogne, cher Jacques, l'ancien président de l'université de Franche-Comté, et puis je ne l'ai pas vu, l'ancien directeur de cette école qui vous accueille aujourd'hui ici, le directeur de l'ENSEM, l'ancien directeur de l'ENSEM, Bernard Crotin, qui ont participé à ces réflexions au cours des années précédentes pour arriver finalement à cette signature de convention. Donc pour moi, un grand plaisir de vous accueillir et puis surtout à cette occasion qui nous a demandé des efforts, mais finalement on s'aperçoit qu'on peut se mettre tous autour de la table et qu'on peut effectivement signer aujourd'hui cette convention qui nous permet de formaliser et de donner un cadre à toutes nos unités de recherche pour leur permettre de faire rayonner notre territoire, notre recherche et notre niveau d'excellence bien au-delà de nos frontières. Merci. Merci Pascal. Et donc on va appeler Dominique Grevet à la tribune, qui représente donc l'Université Bourgogne-Franche-Comté et ses établissements membres. Monsieur le président directeur général du CNRS, monsieur le recteur de région académique, madame la vice-présidente de la région, madame et messieurs les chefs d'établissement, monsieur le directeur de l'Institut au CNRS, mesdames, messieurs les vice-président des établissements, monsieur le délégué régional à la recherche et à la technologie, mesdames, messieurs les directeurs d'unités, mesdames, messieurs les responsables administratifs des mêmes unités et les chefs de service, chers collègues, mesdames, messieurs. Alors, nous avons tous conscience de vivre cet après-midi un moment très particulier. Un moment qui met à l'honneur le site universitaire de Bourgogne-Franche-Comté. Pour ma part, j'ai l'impression de voler un peu la vedette aux chefs d'établissement, car ce sont eux qui ont travaillé pour que ce partenariat avec le CNRS existe. Alors moi, je les remercie vraiment très sincèrement ici, parce que
avec cette signature, je dirais que c'est peut-être une renaissance, un renouveau que nous allons vivre. Alors, je voudrais également remercier Luc Johan, qui a été administrateur provisoire du BFC pendant quasi 2 années. Je remercie également Macha Voronov, Vincent Thomas, Ghislain Montavon, Pascal Vérac, François Rochebrune, qui ont vraiment œuvré et qui ont permis des avancées décisives pour le site. En votre présence, Monsieur le Président Directeur Général, votre présence est un signe manifeste de l'attention toute particulière que vous portez à ceux qui, dans nos universités et nos écoles, font avancer jour après jour la connaissance, défrichent de nouveaux terrains, construisent de nouveaux concepts et bâtissent ainsi de nouveaux mondes. C'est pourquoi, Monsieur le Président Directeur Général, au nom de toute la communauté universitaire dont des représentants sont réunis ici et nous suivent sur la chaîne YouTube du BFC, je tiens à vous remercier très chaleureusement de votre présence à nos côtés. C'est un honneur et une manière d'affirmer le pacte qui unit votre institution à notre site. Pour notre part, ce partenariat est vital et nous avons la volonté de le faire fructifier. Mais cet honneur, nous le devons avant tout aux chercheurs et aux chercheuses, bien sûr, qui nous réunissent. Ils sont la force de la recherche, sa liberté, sa créativité, sa capacité profonde à se jouer avec tous les lieux communs et toutes les vérités établies pour approfondir encore notre compréhension du monde, des hommes et des choses. En Bourgogne-Franche-Comté, nous avons la chance d'accueillir des chercheuses et des chercheurs talentueux qui sont très engagés dans et pour leur collectif. C'est très important. Et cette rentrée scientifique illustre mon propos. Je dirais qu'on a eu la chance d'avoir sur le site une médaille d'innovation du CNRS avec Daniel Issel. Nous avons eu 3 lauriers INRAE sur les 6 décernés la semaine dernière. Nous avons eu un prix de l'Académie des sciences, le prix Villemot. Nous avons eu des fellows EOS, OSA. Nous avons également des prix de l'Association internationale de sédimentologie, etc. Et je vais en rester là parce que la liste est très longue et est impressionnante. Mais ce qui fait la réelle force du site, c'est son agilité, sa capacité à mettre en complémentarité, en synergie, ses atouts scientifiques. La surprise a été totale lorsque la Bourgogne-Franche-Comté a remporté le label ICIT. Mais si je reste de façon factuelle, on peut remarquer que la communauté universitaire, les chercheurs qui travaillent, remportent tous les appels à projets. Alors quand je dis tous les appels à projets, ils ont des succès à tous les appels à projets, et tout simplement parce qu'ils sont capables de mettre en complémentarité toute leur force. Donc ça, c'est vraiment très important, et je gage que nous aurons aussi des lauréats à l'appel à projet Equipex+. Alors nous avons l'habitude de faire des paris dans l'équipe. Pour ma part, j'ai dit que nous allions en gagner 3. Donc je prends des risques. Hein. Voilà. Alors, tous ces succès n'existeraient pas, cependant, si nous n'avions pas un environnement favorable. Et hors les apports essentiels de tous les projets structurants du PIA qui nous permettent d'avancer, nous avons un soutien inconditionnel du Conseil régional. Et là, je voudrais vraiment le remercier ici, saluer vraiment ce soutien qui est très très important pour nos équipes, sans oublier bien entendu les collectivités infrarégionales qui interviennent sur les sites territoriaux, et ça c'est également important. Alors 2015 a été pour nous la première expression d'une politique scientifique de site. 3 axes d'excellence ont été affichés, validés par le jury international ICIT. Alors je vais les rappeler, tant pis. Matériaux avancés, ondes et systèmes intelligents, territoire, environnement et aliments, et soins individualisés et intégrés. Fin 2020, le site a mûri. Les 3 axes de l'ICIT adressent désormais les défis sociétaux connexes, et les SHS se retrouvent naturellement au sein de ces axes. L'interdisciplinarité se renforce, donnant tout son sens à notre site universitaire qui doit cultiver ces éléments différenciants et les mettre en visibilité, tout en permettant l'expression de tous les talents. C'est un sujet que nous avons abordé ce matin lors des discussions que nous avons eues. Cette approche renforcera notre capacité à accompagner tous les jeunes dans la construction de leur avenir et par là même à renforcer le dynamisme culturel, économique et social en région. Aujourd'hui, nous avons à réaffirmer
tous ces principes qui nous animent. C'est dans ce contexte que notre partenariat avec votre institution, Monsieur le Président Directeur Général, c'est dans ce contexte que notre partenariat est déterminant. Il permettra de poursuivre la construction d'une politique scientifique partagée, de conforter nos points forts et de prendre toute disposition pour accroître la visibilité et l'impact international des recherches qui sont menées sur le site. Cette nouvelle avancée, la signature de la Convention de site, nous permettra également d'engager une réflexion sur l'environnement scientifique. Le numérique, la science ouverte, la communication au service de la stratégie scientifique de site, la simplification des processus et des procédures, et bien d'autres chantiers encore, comme le lien formation, recherche, société, qui est cher à un de mes vice-présidents. J'aurai donc grand intérêt et honneur de signer tout à l'heure cette convention qui liera le site universitaire de Bourgogne-Franche-Comté au CNRS pour le bénéfice des personnels de nos universités, de nos unités de recherche. Merci. Merci, Monsieur le Président. Et donc, nous passons la parole à Monsieur Antoine Petit, Président directeur général du CNRS. Je fais comme Pascal, hein, comme c'est lui qui invite. Madame la vice-présidente, Monsieur le recteur, Monsieur le président de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, Mesdames et Messieurs les présidents, les directeurs, que ce soit d'établissements, de laboratoires, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis très content d'être là aujourd'hui, très heureux de pouvoir participer à cette cérémonie, non pas seulement parce que ça me permet de voyager un peu, je veux dire que cette année a été compliquée pour tout le monde, pour le CNRS en particulier, pour moi aussi, parce que 2019, c'était l'année des 80 ans du CNRS, et donc ils m'ont emmené tel un petit pantin partout à travers le monde, et 2020, c'est un petit côté un peu frustrant, je dois dire. Mais j'étais à Marseille vendredi, je suis ici aujourd'hui, et je crois que quand même, on a beau dire, mais rien ne remplace ces relations physiques, si je peux dire, en tout bien tout honneur, hein, ça va sans dire. Et je crois que c'est important qu'on puisse quand même continuer à se parler, à se rencontrer. La visio, je pense que comme moi, vous êtes devenus des spécialistes de Zoom, Teams, etc. À un moment, ça va. Donc je crois qu'on a besoin, et donc un grand merci à Pascal Vérac de nous avoir ouvert ce superbe amphi pour qu'on puisse avoir cette cérémonie. Cette cérémonie, elle est importante, vous l'avez dit pour vous, mais elle est importante pour le CNRS aussi. Et je voudrais insister là-dessus. Le CNRS a vocation à travailler avec l'ensemble des sites universitaires. Alors c'est vrai que notre présence n'est pas la même selon les sites. Quantitativement, elle n'est pas la même. Vous avez, messieurs, eu la délicatesse de ne pas me rappeler les chiffres du CNRS en termes de présence, mais je vais le faire parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut partager. C'est vrai qu'on est à un peu moins de 300 personnels permanents sur le site, un budget consolidé annuel de l'ordre de 25-26 millions d'euros, ce qui est faible, c'est vrai, si on regarde, si on compare. Alors évidemment, il faut savoir avec quoi on se compare. Si vous comparez avec l'Île-de-France, c'est clair que c'est faible, mais il y a d'autres régions, et c'est clair que la présence du CNRS ici doit quantitativement être améliorée. Alors quand je vous dis ça, je vais être très prudent, parce que je ne suis pas en train de vous faire un chèque en blanc. Le conseil d'administration du CNRS aura lieu vendredi prochain, et les arbitrages budgétaires, je les ai eus dans le train tout à l'heure, si vous voulez. C'est vous dire à quel point, dans quelles conditions on travaille. Et donc ça ne va pas être, même si la loi, j'y reviendrai, la loi de programmation pour la recherche est quelque chose qui est important, ça ne va pas être open bar. Néanmoins, je crois qu'il faut qu'on sache ensemble développer cette présence, en particulier via une expression qu'on doit à la ministre, mais qui pour moi est significative, qui est la signature d'un site. Je pense que la signature d'un site, c'est finalement comment est-ce que sur la scène internationale, vous vous positionnez, et je crois que ça c'est important, et c'est un travail que vous avez fait de façon conséquente depuis longtemps, j'ai envie de dire. En particulier, j'étais ici en février 2019, un certain nombre d'entre vous me le rappelaient avant, et je voudrais vraiment vous féliciter, nous féliciter pour tout le travail qui a été réalisé. Donc si je me mets à citer les gens, je vais en oublier, mais je vais quand même essayer, parce que je crois qu'il faut aussi de temps en temps s'auto-remercier, parce que pour moi c'est une aventure collective, mais bien entendu vous êtes avant tout ceux qu'il faut remercier d'avoir travaillé ensemble, aussi d'avoir voulu travailler avec nous, le CNRS. C'est quelque chose dont on est très heureux, et on est convaincu encore une fois que notre rôle,
c'est certes d'accompagner les universités qui ont vocation à être dans les premiers rangs des différents classements internationaux, mais la vie ne s'arrête pas à ça. Je pense qu'il y a une dimension formation qui est absolument essentielle. Et puis, il y a des niches d'excellence qui sont essentielles. Si le CNRS est numériquement ou quantitativement peu présent sur le site, en termes de qualité scientifique, ce que nous faisons ensemble n'a rien à envier à ce que nous faisons ailleurs. Le critère du CNRS, on peut nous le reprocher, on me l'a déjà reproché, c'est d'être élitiste. C'est ça le rôle du CNRS. Le rôle du CNRS, c'est de soutenir l'excellence, où qu'elle soit. Et l'excellence, il peut y en avoir partout, et il y en a partout. Ça ne veut pas dire que tout est excellent partout. Sinon, c'est plus de l'excellence. Mais de l'excellence, il y en a partout. Et je ne vais pas citer la vingtaine d'unités que nous avons en commun, mais je pense qu'il y a de la qualité dans toutes ces unités et que ces unités sont excellentes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la qualité ailleurs. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais je crois que c'est ça le rôle du CNRS, c'est de soutenir cette excellence. Et tout n'a pas vocation à être excellent. Donc, c'est-à-dire tout le monde ne doit pas fonctionner comme le CNRS, mais si le CNRS a une mission, c'est celle-là. Et c'est celle-là qu'on a voulu faire avec vous. Et depuis des années, ça a été rappelé, le CNRS entretient un partenariat avec les différents établissements. Aujourd'hui, on a décidé finalement, tous ensemble, de faire en sorte que ce partenariat il soit un peu plus structuré. Alors les communes, je ne suis pas un grand fanat des communes de manière générale. Ça a été quand même un machin de plus qu'on a rajouté dans plein d'endroits. Et après qu'on nous ait obligés à y rentrer, on s'est dépêché d'en sortir dans la plupart des cas. Mais pas partout, parce qu'il y a des endroits où elle joue un rôle. Et je pense qu'ici, cette commune joue un rôle essentiel. Quel va être le devenir de la commune? J'y reviendrai, je trouve que ce n'est pas vraiment le sujet. Faisons pas... Si je peux vous donner un conseil... alors pourquoi je peux me permettre de vous donner un conseil? Peut-être parce que l'avantage du CNRS, c'est de travailler sur tous les sites. Et on voit tous les trucs bien qui se font et tous les trucs moins bien qui se font. Et si je peux me permettre un conseil, c'est continuons dans la démarche qu'on a initiée, c'est-à-dire essayons de travailler sur des projets scientifiques, des projets de formation, des projets d'innovation, des projets de relation avec la société. C'est ça qui est essentiel. Si on se met à parler structure, allez voir vos copains lyonnais, ils ne s'en sont pas encore remis. Allez voir vos copains toulousains, ils ne s'en sont toujours pas remis. Allez voir vos copains rennais, ils ne s'en sont eux non plus pas remis. Et à chaque fois qu'on va sur un de ces sites-là, les gens pleurent en disant « mais si on avait su, on aurait fait autrement ». Oui, mais c'est trop tard. Là, ici, sur le site, c'est pas trop tard. On a une commu. Je pense qu'il faut transformer la commu, transformer licite transformer licite, d'ailleurs plus que la commu. Après, je veux dire, est-ce que ça conduira à des mécanos institutionnels? Je trouve que pour moi, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y ait une dynamique scientifique, une dynamique de formation. Et donc, je voudrais vraiment remercier les équipes qui se sont succédées. Ils ont déjà été mentionnés, mais je voudrais le faire en essayant de ne pas en oublier. Je pense bien sûr, alors évidemment, merci à Dominique Greveil qui est le chef d'orchestre de tout ça, après que Luc Johan l'ait été. Il y a 1 an et demi, quand on s'était réunis, c'était autour de Luc, et je crois qu'il a joué un rôle important, comme ça a été rappelé. Merci aux différents présidents des universités. Donc, alors j'essaie de ne pas me tromper. Alors, bon, il y a Jacques, mais Jacques, c'est un peu différent, parce que Jacques, on se connaît depuis qu'on n'est pas tout petit, mais pas loin, parce qu'on est de la même discipline. Donc merci à Jacques, merci à Macha qui lui a succédé, même si on n'a pas eu l'occasion de travailler ensemble, mais je pense que c'est important. Merci à Alain qui m'a dit qu'il avait repris un vrai travail après avoir été président de l'université au CHU. Merci à Vincent Thomas qui lui a succédé. Là aussi, on n'a pas encore eu l'occasion de travailler ensemble, mais je ne doute pas qu'on va le faire. Et puis, je ne veux pas oublier aussi, bien sûr, Ghislain Vautambon et puis François Rochebrune qui est là. Et bon, il y a d'autres établissements dans l'université. Dans la commune, je ne sais pas s'ils sont présents. Donc, j'ai oublié qui? Ah mais non, j'ai pas oublié Pascal. J'ai Pascal. J'avais déjà fait. Je veux bien refaire une couche, Pascal. Non, ils sont. Non, parce qu'en fait, pour tout. Voilà. Pour tout vous dire, on m'a dit, Pascal, il faut lui faire un remerciement spécial parce qu'il nous accueille. C'est ce que j'avais cru faire au début, mais ils n'écoutent pas. C'est ça. Donc je dis quand même merci à mon équipe, même s'ils n'écoutent pas. Donc merci au directeur scientifique référent Ali Chara. Merci à la déléguée régionale Edwige qui est là. Merci à Fabien Thomas, je ne sais plus où il est là ici.
Et puis merci aussi à Virginie, qui est la gardienne du temple de nos partenariats, et qui fait en sorte qu'on a maintenant des conventions qui sont un nombre limité de pages, qu'on peut lire. Et je crois que, bon, ça fait cérémonie des Césars, mon truc, mais je pense qu'il faut aussi qu'on sache de temps en temps se retourner sur le passé et se féliciter du travail qu'on a fait ensemble. Il y a un certain nombre de priorités scientifiques qui ont été présentées. On en verra des exemples cet après-midi, et ça, je pense que c'est très bien. Je pense qu'on a des sujets transverses qui sont importants. On a aussi des sujets de relation avec les collectivités territoriales. Je sais que la région est extrêmement partie prenante, ça a été rappelé. On n'a pas encore prévu de signer une convention CNRS région, alors qu'on l'a fait avec un certain nombre de régions. Je suis à votre disposition si vous souhaitez qu'on y travaille. Je pense que c'est un côté symbolique pour une région et pour le CNRS de travailler ensemble. On est complémentaires dans cette approche des relations que vous pouvez avoir avec les universités, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on peut apporter un regard qui est un petit peu différent et encore une fois un peu complémentaire. Je pense qu'il y a un grand nombre de sujets qui sont devant nous. En particulier le sujet de l'attractivité, qui devient un vrai enjeu, à la fois pour les différents sites entre eux. Et le sujet de l'attractivité, ne croyez pas que les choses soient simples. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très précis. Je suppose que vous avez entendu parler de Paris-Saclay. Je crois, j'imagine. Eh bien, Paris-Saclay a une double particularité. Si on prend les quelques dernières années, je ne sais plus si c'est 5 ou 6, c'est l'endroit où le CNRS a affecté le plus de gens, pas loin de 350 personnes. Ce qui est donc plus que ce qu'il y a ici. Voilà. Et en même temps, c'est l'endroit où les effectifs du CNRS ont le plus baissé, plus de 700 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un certain nombre de collègues qui, après avoir pris un premier poste à l'université Paris-Saclay, considèrent que la vie là-bas, c'est compliqué, que la vie en région parisienne, c'est cher, que quand vous commencez à avoir des enfants, avoir un 50 mètres carrés à 4, c'est peut-être pas la vie dont vous aviez rêvé. Et donc, on a plein de demandes, de mutations, de gens qui se disent, finalement, il y a des laboratoires d'excellence sur d'autres sites en France, avec des conditions de vie qui ne sont pas les mêmes. Et je pense qu'il y a des occasions à saisir. Et moi, je suis convaincu qu'il faut que des sites comme ici, vous alliez à la chasse. C'est vraiment de la chasse. C'est pas de la pêche. Je veux dire, la différence, c'est si vous dites qu'il y a un poste ouvert dans tel domaine, vous lancez votre filet, vous attendez, vous remontez, et là, il n'y a pas grand-chose. Si vous allez à la chasse, je ne suis pas chasseur, mais c'est à la chasse, et vous allez chercher les gens, et là, ça change vraiment. Et je pense qu'il y a des opportunités qu'on peut faire aussi avec les collectivités territoriales, parce que ça, je crois que c'est important, la notion, enfin, vous le savez, la notion de package. C'est-à-dire que, OK, la rémunération personnelle peut être un élément, je ne suis pas sûr qu'il soit le plus déterminant. Le fait d'accueillir des gens en disant « et je vais te fournir un doctorant, un postdoc, un ingénieur, un environnement », ça, je crois que c'est extrêmement important. Être capable de travailler aussi sur le fait que la plupart des gens, ils ont des conjoints, des conjointes et qu'il faut être capable de les accueillir, je pense que c'est vraiment essentiel. On l'a fait, nous, un tout petit peu cette année avec des postes de DR externes qui ont été ouverts au CNRS, une dizaine de postes, et on a vraiment réussi à récupérer 10 candidats et candidates, c'était moitié-moitié, de très grande valeur, dont chacun, même s'ils ont un statut de fonctionnaire CNRS, chacun a bénéficié d'un package qui était offert par l'IDEX ou l'ICIT, sans qu'on le fasse d'ailleurs nécessairement au départ, mais plutôt on l'a construit. Et là, il y a des choses à faire. Je pense aussi qu'il y a des choses à faire avec, alors je sais que c'est très décrié par une partie de la communauté scientifique, mais les fameux tenure track ou professeurs de chaire junior qui sont proposés par la loi, je crois que là, il y a des choses vraiment à faire intéressantes et que je pense qu'il y a sur le site, encore une fois, une qualité qui fait que vous pouvez attirer des gens, même si naturellement, les gens ne vont pas nécessairement dire « je vais candidater à Besançon, à Dijon ». Si vous êtes étranger, ce n'est pas peut-être le site que vous avez en vue en premier, encore que ça peut dépendre des disciplines, bien sûr, hein, mais je pense qu'il faut aussi vraiment profiter de cette opportunité. Et c'est aussi comme ça, j'en suis convaincu, qu'on arrivera à augmenter les effectifs du CNRS. Si c'est les concours dans lesquels c'est juste un grand filet, c'est plus compliqué, vous le savez. Donc je crois que c'est vraiment un challenge qui est devant nous, de faire en sorte que finalement ce partenariat qu'on va signer aujourd'hui, on puisse faire en sorte qu'il vous permette
de se développer, qui nous permettent de se développer ici sur les 2 sites. Encore une fois, l'excellence scientifique, elle est là. Donc j'ai parlé de relations avec la région, d'attractivité de territoire. Je pense qu'il y a une dimension qui est très présente ici aussi, c'est l'innovation. On a parlé de la médaille de l'innovation qu'on a failli remettre, mais qu'on va remettre l'an prochain. On a décidé qu'on ne faisait pas de cérémonie en virtuel et qu'on décalait la cérémonie. Et j'espère que ça sera 2021, évidemment. Non, je plaisante, j'ai pas... Ça sera 2021. On a fait pareil pour la médaille d'or du CNRS, qui pour la première fois n'a pas été physiquement donnée cette année. On s'est dit qu'on allait le faire en 2021 aussi. Donc une des 4 médailles de l'innovation, c'est un signe, hein, c'est symbolique, mais je crois que ça illustre parfaitement le fait que il y a une tradition ici de relation avec le monde économique et le monde industriel qui est importante. Et je pense que ce n'est pas dans une école comme celle-là que... C'est pour toi, Alice, parce que Pascal verra ça. C'est pas dans une école comme celle-là que vous me démentirez. Je crois que c'est important qu'il y ait cette relation. Aujourd'hui, on a besoin de cette relation entre la science et la société au sens large. Et quand je dis ça, je me reprends parce que c'est une expression que je n'aime pas, parce que finalement, quand on parle de relation science-société, c'est comme s'il y avait la science d'un côté, la société de l'autre. Je pense que un point clair, c'est qu'il faut que la science soit au cœur de la société. Je pense qu'on en a besoin et ça ne remet pas en cause du tout la recherche, la qualité et l'importance de la recherche fondamentale. Moi, j'ai coutume de dire que le CNRS ne fait qu'une seule chose, c'est de la recherche fondamentale. Et quand je suis en forme, j'explique même que je ne sais pas ce que c'est que la recherche appliquée, donc je ne peux pas en faire. Mais par contre, on a l'ambition d'appliquer cette recherche fondamentale. Ce qui n'est pas juste une nuance sémantique. Il n'y a pas, pour moi, plusieurs types de recherche. Et je crois qu'ici, sur le site, que ce soit à Dijon, à Besançon, il y a un certain nombre de laboratoires qui ont une vraie tradition de qualité dans ce domaine. Ce n'est pas vrai pour tous les laboratoires, parce que toutes les activités de recherche ne se prêtent pas nécessairement à une innovation industrielle ou économique. Je pense que l'innovation sociale est tout à fait importante. Il a été évoqué tout à l'heure les sciences humaines et sociales, qui, elles aussi, comme les autres, ont vocation aussi à, d'une certaine façon, irriguer la société. Je crois que c'est des choses qu'il faut qu'on sache faire ensemble. Je pense qu'il faut aussi qu'on sache plus se tourner vers les gens en général. Je pense que les gens sont demandeurs d'un certain nombre de savoirs, de connaissances. On essaye de travailler, nous, au CNRS, et si c'est une piste que vous souhaitez qu'on fasse ensemble, on le fera aussi avec plaisir avec vous sur toute la notion de science participative, que je ne trouve pas complètement simple entre nous, hein, parce que le risque, c'est j'ai lu 3 papiers dans Wikipédia, donc je suis devenu expert. Non, ça ne marche pas comme ça, la science. Mais à l'inverse, je pense qu'être capable d'avoir des vraies actions co-construites entre la communauté scientifique et d'autres communautés, hein, qui peuvent être des communautés d'agriculteurs, d'architectes, de médecins, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Je pense qu'on a besoin de rappeler encore l'importance de la science dans nos sociétés. Voilà, donc moi, je vois cette signature, alors certes comme une espèce de fête, et je pense qu'il faut qu'on sache faire la fête, mais c'est aussi pour moi un point de départ de tout ce qui nous reste à faire. Il y a un gros travail qui a été fait entre les établissements. Je vais l'oser quand même, on revient de loin. Vous revenez de loin. Il faut le reconnaître. D'accord ? Il faut se dire les choses. Hein, on ne va pas faire semblant. Mais, je veux dire, oui, et vous avez fait un travail qui est formidable, hein, et j'espère qu'on vous a un peu accompagné. Et je pense qu'il reste des choses à faire. Et ce qui reste à faire, pour moi, essentiellement, et je voudrais finir là-dessus, c'est, au fond, de construire une vie collective autour de projets. Et passons pas trop de temps à faire des structures. C'est notre spécialité dans notre pays, et finalement, on se rend compte à la fin que ça ne sert pas forcément à grand-chose, ou pas toujours à grand-chose. Et moi, je pense que les structures, elles viendront toutes seules s'il y a des projets. Mais si vous commencez par les structures, vous allez faire, parce que vous êtes comme les autres. Je suis désolé, hein, c'est un scoop. Mais partout où ils ont commencé par faire des structures, ils se sont plantés. Parce qu'on oublie que finalement, ce qui doit nous mouvoir, nous scientifiques, c'est quand même les projets. Des projets scientifiques, encore une fois, des projets de formation, des projets d'innovation. Donc commençons par faire ça ensemble, continuons à le faire ensemble. Je pense que c'est ça qu'on a commencé à faire. Et pour moi, cette convention, c'est ça aussi, c'est le fait de dire, ben voilà, on est content, on a bien bossé ensemble, on va continuer, on va faire des projets.
Et c'est pour ça que c'est essentiel qu'il y ait aussi les directrices, les directeurs de labo qui représentent la communauté, même s'ils ne sont pas la communauté, ils représentent la communauté, parce que je suis convaincu que c'est à elles et à eux de faire ces projets. Et je suis convaincu que sur le site, il y a vraiment, sur le site au sens large, hein, le grand site, il y a un vrai potentiel. Il faut continuer à l'exploiter. Et je tenais à vous dire que le CNRS donc, est là aujourd'hui, vous le voyez, mais sera là dans les mois et années à venir pour construire avec vous ce partenariat. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président. Nous accueillons Madame Maude Clafquin, vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'université et de l'innovation à la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous me voyez quand même derrière leur pupitre qui est très haut. Voilà. Monsieur le recteur académique, monsieur le président directeur général du CNRS, monsieur le président du BFC, mesdames et messieurs les présidents et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, mesdames et messieurs en vos grades et qualités respectives. Alors je vous avoue que cet après-midi, je ne boude pas mon plaisir d'être parmi vous. Enfin, j'ai envie de dire, c'est vraiment un honneur d'être là pour assister à cette signature que nous attendons toutes depuis bien longtemps maintenant. Et je tiens évidemment à saluer la présence physique, puisque maintenant c'est un passage obligé de préciser le physique, d'Antoine Petit aujourd'hui, et lui souhaiter évidemment la bienvenue en Bourgogne-Franche-Comté, même si les conditions sanitaires ne vous permettront pas de goûter à nos richesses régionales. Et quand je dis goûter, je l'utilise en son sens propre, évidemment. Mais en tout cas, c'est vraiment un honneur pour nous de vous accueillir. Alors, c'est évidemment un témoignage de la reconnaissance du CNRS pour notre région Bourgogne-Franche-Comté, et surtout pour son excellence en matière de recherche. Et je pense particulièrement à cet instant, ça a été déjà cité tout à l'heure, à Daniel Issel, qui a eu la médaille de l'innovation du CNRS cette année pour la pile à hydrogène, et puis plus globalement, évidemment, pour ses travaux d'intégration. Et vous savez que la région soutient activement toute la dimension et l'innovation autour de l'hydrogène, qui est un levier évident de diversification industrielle dont nous avons tant besoin ces dernières années. Mais je pense aussi à Aude Bolopion et Nadia Yousfi-Steiner, dont nous avons eu l'occasion de remettre les deux médailles cette fois-ci de bronze du CNRS. Alors je parlerai que des médailles du CNRS cet après-midi, vous m'en excuserez pour les autres. Mais je tenais aussi à citer ces deux femmes, et j'insiste sur le femmes, parce que évidemment ces médailles pour leurs travaux prometteurs sont éminemment importantes, mais c'est aussi une façon de pousser les jeunes femmes dans les métiers et dans les filières scientifiques. Donc c'est évidemment une belle image et un doublé historique que nous avons eu pour l'Institut Femto-ST. Je tiens également à féliciter Dominique Grevet cet après-midi pour son élection à la présidence du BFC. Élection annonciatrice, j'en suis absolument convaincue, d'un nouvel élan constructif et collaboratif très attendu à la fois évidemment de l'ensemble des acteurs universitaires, mais aussi des collectivités. Et je crois que cette signature aujourd'hui illustre cette nouvelle étape, ce nouvel élan, donc je tenais également à le souligner. Alors vous savez, l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation jouent un rôle absolument essentiel dans la vitalité économique, dans la vitalité scientifique, intellectuelle de notre région. Alors c'est avant tout une affaire d'hommes, de femmes, de talents, de passion, dont la réussite repose sur la qualité des équipes, évidemment, mais aussi sur le sens donné au travail, tant dans un esprit de travail multipartenarial qu'international. C'est pourquoi ce secteur, qui, vous le savez, n'est pas une compétence obligatoire de la région, est pourtant pour nous quelque chose d'extrêmement important, et nous conduisons une politique éminemment volontariste en région Bourgogne-Franche-Comté à destination de l'ensemble de ce secteur. Alors, quand je dis politique volontariste, c'est évidemment la question de la structuration de l'ensemble régional de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous accompagnons fortement UBFC depuis de nombreuses années, et vous le savez, en tout cas depuis sa création en 2015, mais on peut déjà dire de nombreuses années maintenant.
mais c'est aussi la valorisation de l'ensemble des pôles que nous avons en région Bourgogne-Franche-Comté, 13 sites en tout, ce qui est une particularité de notre région et qui doit nous conduire à en faire une réelle richesse, un réel atout par rapport aux autres structurations que nous pouvons connaître. Alors au-delà de la structuration, c'est évidemment l'enseignement supérieur en tant que tel, avec le bâtimentaire, qui fait l'objet en ce moment même d'âpres négociations, notamment avec l'État, dans le cadre du CPER, que vous connaissez toutes et tous bien, mais aussi en lien avec France Relance, évidemment, et notre plan d'accélération régionale, le PER, que nous travaillons de concert pour effectivement amener le plus de rénovation possible, alors à la fois dans un souci évidemment de transition écologique et énergétique, mais aussi de confort des étudiants et des équipes universitaires qui nous tiennent particulièrement à cœur. Nous avons ensuite évidemment un soutien fort à la mobilité internationale, même si en ce moment c'est un petit peu plus compliqué qu'à l'accoutumée. C'est quelque chose évidemment de très important, et quel que soit le niveau d'études, j'insiste là aussi sur ce point. La recherche, évidemment, je ne vais pas insister, mais aussi et surtout la dimension de valorisation de la recherche, alors par le biais du transfert de techno, mais aussi par le biais, et ça a été dit dans vos propos, Monsieur Petit, l'accès au grand public par le sujet de la CSTI, qui là est une compétence obligatoire de la région, et donc de diffusion de cette culture scientifique, technique et industrielle. Et tous ces enjeux, je reviendrai rapidement à la fin, sont extrêmement importants, évidemment pour faire de notre territoire un territoire attractif et diversifié pour l'enseignement supérieur, pour démocratiser son accès le plus possible, c'est un élément central de notre action, et puis évidemment pour que notre recherche soit la plus visible, attractive possible à l'international. Alors pour cela, on a évidemment deux atouts de taille. Je ne vais pas détailler, on les connaît toutes et tous bien. 2016 et 2020, 2 années importantes avec évidemment l'ICIT et UBFC Integrate qui permettent effectivement de valoriser cette excellence et de la faire reconnaître de façon large, massive, en tout cas internationale. Et puis ces sites, je les recite encore, ces 13 sites qui participent de ce rayonnement et de cette démocratisation pour lesquels on a évidemment une attention toute particulière. Alors je tiens à dire la reconnaissance par la région de l'engagement sans faille des chercheurs et des membres du BFC pour la mise en place de tous ces projets structurants, éminemment structurants pour l'attractivité de notre région. Nous nous félicitons évidemment aujourd'hui de la signature de cette convention entre UBFC et le CNRS qui vise au développement de programmes de recherche relevant d'une politique partagée, j'insiste sur le partagé, qui est extrêmement importante et surtout à cadrer le fonctionnement des 23 laboratoires de recherche. Alors ce choix de travailler en synergie en matière de formation, en matière de recherche, nous permet évidemment de consolider nos atouts, mais surtout de donner des signaux extrêmement positifs pour la venue du jury ICIT dans maintenant un peu plus de 3 mois. Si mes calculs sont bons, c'est demain, c'est imminent, et je crois que c'est vraiment une très bonne nouvelle d'avoir cette signature aujourd'hui. Alors sur l'ensemble de ces initiatives, évidemment, vous avez toutes et tous besoin de soutien, et ça a été rappelé que la région essaie, année après année, malgré des situations budgétaires compliquées, de garder ce soutien indéfectible à vos actions, et ça se traduit concrètement par un investissement massif de près de 20 millions d'euros consacrés à la recherche, au transfert de techno et à la valo auprès du grand public. Alors pour terminer, je ne serai plus trop longue, mais pour terminer, je voulais insister sur ce dernier point qui pour moi ne doit pas être considéré comme un supplément d'âme. La valorisation, la vulgarisation, même si j'aime pas ce terme, il permet en tout cas d'expliciter les choses, est extrêmement importante et a fortiori dans les périodes que nous traversons. On assiste en effet depuis plusieurs années maintenant à une remise en question, voire à une négation totale des résultats de recherche scientifique qui paraissaient pourtant acquis de longue date. Conspirationnisme, post-vérité et autres fake news fleurissent de jour en jour.
Et il est vrai que tout cela doit nous interroger, et nous interroger vite sur la situation de notre société. Et j'avais envie de vous citer un philosophe à qui l'on aime souvent donner tort, mais dont l'épreuve des faits renforce malheureusement irrémédiablement l'acuité des analyses. Je pense à Friedrich Nietzsche. Je le cite, quelques phrases rapides, fin du 19e. « La science donne à celui qui y consacre son travail et ses recherches beaucoup de satisfaction, à celui qui en apprend les résultats fort peu. Le goût du vrai va disparaître au fur et à mesure qu'il garantira moins de plaisir. L'illusion, l'erreur, la chimère vont reconquérir pas à pas, parce qu'ils s'y attachent du plaisir, le terrain qu'elles tenaient autrefois. » Et je crois qu'en ces quelques phrases, Nietzsche résume ce que nous sommes en train de traverser, cette lame de fond sociétale à laquelle nous devons impérativement prendre garde. Parce que les crises cumulées que nous sommes en train de traverser, qu'elles soient écologiques, économiques, sociales, sociétales, institutionnelles, et j'ose dire républicaines aujourd'hui, doivent pouvoir trouver des réponses qui sont des réponses éminemment collectives. Et je suis convaincue, profondément convaincue, que la science, toute la science, les chercheurs, tous les chercheurs, eh bien, ont une immense responsabilité dans la diffusion de leurs travaux auprès du grand public, justement pour répondre à ces enjeux et aux besoins de démocratie. Car l'adhésion à un contrat social, l'adhésion à un contrat sociétal ne saurait souffrir d'une déferlante grandissante de la post-vérité. Nous devons y prendre impérativement garde. Ce défi est collectif, ce défi est devant nous, mais nous nous devons ensemble de le surmonter. Merci. Merci Madame la Vice-Présidente. Pour terminer cette séquence de discours, je vais appeler Monsieur Jean-François Chanet en sa qualité de recteur de région académique. D'abord continuer, ensuite commencer. Ces mots me sont revenus à l'esprit en vous entendant, Monsieur le Président, directeur général du CNRS, que je salue bien sûr, ainsi que Madame la Vice-Présidente. Madame la Présidente, j'ai grand plaisir à pouvoir dire, ajouterai-je enfin, Madame la Présidente, au milieu de messieurs les présidents et directeurs des autres établissements, et bien sûr messieurs les anciens présidents, que je suis heureux et un peu ému, je dois dire, de retrouver ici aujourd'hui, vous toutes et vous tous, chers collègues. D'abord continuer, ensuite commencer. Cette formule du psychologue et philosophe américain William James, un grand franc-comtois un peu oublié, l'avait fait sienne, c'est Jacques Duhamel. Jacques Duhamel, parce qu'il a, en tant que ministre de la Culture, succédé à Malraux, et c'était une preuve de l'humilité avec laquelle il entrait dans cette fonction, mais je pense que le message vaut bien au-delà. La commu UBFC, j'ai eu le privilège d'en voir la naissance le 1er avril 2015. Cela a été dit, elle se distingue dans le paysage national parce qu'elle se veut porteuse d'un modèle singulier dans notre système d'enseignement supérieur et de recherche, celui d'une université fédérale. Et il est arrivé souvent, depuis 2015, que la comparaison avec l'Union européenne s'impose à notre esprit, même besoin profond d'unité, même conscience qu'un destin commun vous unit, même difficultés aussi, parfois, mêmes obstacles sur le chemin, même résistance, même tension entre les membres. Néanmoins, chaque étape a été franchie et des succès remarquables sont au rendez-vous, ont été au cours de ces 5 années, toujours au rendez-vous, au premier rang desquels figure
la réussite à l'appel à projet ICIT, cela a été évidemment rappelé. À l'évidence donc, depuis 2015, c'est lorsque les établissements membres sont unis, lorsque les enseignants-chercheurs poursuivent ensemble des projets, des ambitions, des objectifs communs, que le site Bourgogne-Franche-Comté obtient ses résultats les plus probants, les plus porteurs d'avenir. Rythme BFC, EIFI, le projet Integrate qui a été cité tout à l'heure, IDICIT, BFC, respectivement lauréats des appels à projets SFRI et ID en dernier lieu. Conformément à son contrat de site, signé le 20 avril 2017 par le président d'alors, Nicolas Chaillet, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur d'alors, Thierry Mandon, et le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt d'alors, Stéphane Le Foll, UBFC est un outil partagé entre ces 7 établissements fondateurs. Elle porte l'espoir, et si vous le voulez, la promesse, du développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Sa mission principale est d'élaborer et de mettre en œuvre, en s'appuyant sur les atouts et les forces de ces 7 établissements, une stratégie de recherche correspondant à la politique qu'ils souhaitent porter ensemble. Le partenariat du BFC avec le CNRS est au cœur, nous le savons tous, de ce projet fédéral et ambitieux, au cœur de cette stratégie de recherche. La convention qui va être signée dans un instant permettra de consolider les atouts du site, de développer ces secteurs d'excellence. Cette convention pourrait paraître tardive à celles et ceux qui n'ont pas à l'esprit la conscience du temps qu'il faut pour obtenir certaines conquêtes. Je veux y voir pour ma part l'aboutissement d'un travail méthodique et patient, la concrétisation d'une véritable délégation des établissements membres, une délégation mûrement pensée à l'Université fédérale. d'Annie Winter à Dominique Grevet, en passant par Nicolas Chaillet, que j'ai déjà cité, et Luc Johan, qui l'a été à juste titre, chacune et chacun des présidents successifs et administrateurs provisoires doit être remercié, comme doivent l'être les présidents des 2 universités et les directeurs. Et cela a été fait par Pascal tout à l'heure. Je pense évidemment à Bernard Cretin et même à Pascal Brochet, que j'ai connu avant Ghislain Montavon et qui a pris sa part initialement. Tous, toutes, vous devez être ici salués et remerciés pour la part que vous avez prise à cette avancée considérable et qui arrive à un moment crucial. Cela n'échappe à personne. On prétend que le président Pompidou, sous la présidence duquel Jacques Duhamel a été ministre, et on l'a connu mieux inspiré, on a connu mieux inspiré le normalien qu'il était, a répondu un jour à Jacques Monod: il y a 3 façons de perdre de l'argent: le jeu, les femmes, pardonnons-lui, et la recherche. Fort heureusement, et révérence gardée au président Pompidou, nous n'en sommes plus tout à fait là, et je viens aujourd'hui porteur de nouvelles que je crois importantes en complément des efforts que vous avez faits, en appui des efforts que vous avez faits et qui, je l'espère, permettront de les amplifier. Il a été question du plan de relance. Il a été annoncé hier, je pense que vous le savez tous, que la moitié de l'enveloppe prévue, c'est-à-dire 1,3 milliard d'euros, permettront de financer 1054 projets, c'est-à-dire la moitié de l'enveloppe totale. Sur cette enveloppe, nous avons aujourd'hui confirmation que
la Bourgogne-Franche-Comté obtiendra 55 millions d'euros, c'est-à-dire 4,2%. C'est plus que la part du PIB de la Bourgogne-Franche-Comté dans le PIB national. C'est très important, c'est sans précédent connu ces dernières années et décennies, et ce n'était pas gagné d'avance, je vous prie de le croire. Et je voudrais saluer ici les efforts que le préfet de région a bien voulu faire à mes côtés pour que nous obtenions, avec la région, je vais y venir, ce résultat. La région, chacun d'entre nous l'a remercié, et je le ferai aussi bien sûr, car j'ai pu mesurer depuis 2015 la part qu'elle aussi a prise, la foi qu'elle a toujours gardée en votre capacité collective à franchir les haies les unes après les autres, parce que c'est aussi une course de haies, et nous savons qu'il y en a d'autres qui nous attendent. La région a toujours gardé sa confiance, elle a toujours été à côté de l'État, et j'ai le souvenir de réunions, parfois tendues, à Dijon, où les préfets successifs, les recteurs, je pense aux 3 recteurs et rectrices de Dijon avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler, pour vous aider. La région a toujours été là. Elle consacre 1,8% de son PIB à la recherche et au développement. Je crois que nous pouvons compter sur elle pour hisser son effort à la hauteur de celui que l'État vient de consentir. Nous allons continuer d'en parler. J'ai déjà eu ce matin encore la présidente. Je comprends bien les difficultés budgétaires qui ont été évoquées. Je les connais et je sais les difficultés politiques. Nous sommes en fin de mandat. Je veux croire qu'il y a place pour un effort supplémentaire qui serait à la hauteur de celui de l'État. Et là, vous pourrez arriver devant le jury international, fort de cette convention qui va être signée, fort d'un projet, d'un ensemble de projets financés qu'il faudra engager très vite. Vous le savez, ces enveloppes, il faut les consommer, sinon elles seront redistribuées. Et donc il y a une chose que je vais vous demander, un peu solennellement, mais parce que vous me savez acquis à votre cause, ne commencez pas, s'il vous plaît, à regarder qui obtient quoi. Ne comptez pas. Nous avons tous eu, le ministère, le préfet, moi-même, le souci de l'équilibre entre vous, le plus possible, l'équilibre territorial, l'équilibre entre les établissements. Mais les additions ne tombent pas absolument justes. Il y a des projets qui étaient... Le critère, vous le connaissez, c'était celui de la maturité des projets. La possibilité de les engager aussitôt. Et il est bien normal, qui pourrait s'étonner qu'il y ait de la variété entre vous à cet égard. Ce n'est pas une variété qualitative, aucunement, c'est une question de situation. Et surtout, l'idée qu'il faut garder, je crois, c'est qu'en consommant cette enveloppe, pour le mieux, vous gagnerez ensemble, et plus personne ne regardera qui a obtenu quoi. C'est l'ensemble que vous formez qui gagnera. Alors que si vous perdiez, ce que je ne veux plus croire, c'est chacun d'entre vous, quelle que soit l'enveloppe qu'il aura eue, qui perdra. Alors, on doit au biographe de Frédéric Joliot-Curie, Michel Pinault, un détail, une anecdote biographique intéressante. Lorsqu'il était étudiant et qu'il préparait le concours de l'école physique et chimie de la ville de Paris, il avait accroché comme devise sur son armoire la devise de Guillaume d'Orange. Vous la connaissez. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Cette formule nous est revenue, pas seulement à moi, au cours des années écoulées. Aujourd'hui, nous pouvons vraiment espérer. Et je serai, tant que vous me verrez à vos côtés, ici, le premier à vouloir espérer avec vous.
Merci, monsieur le recteur. Nous allons donc pouvoir passer à la deuxième séquence de cet après-midi, car il ne vous a pas échappé que sur le déroulé, il est désormais indiqué que nous allons signer les conventions. Et on doit juste attendre une petite seconde pour une petite intervention technique, et nous allons commencer par signer la convention qui a été construite et écrite entre l'Université Bourgogne-Franche-Comté et ses établissements membres. Et dans un deuxième temps, nous signerons la convention qui lie le CNRS à l'Université Bourgogne-Franche-Comté. On doit juste régler un petit problème sur la captation vidéo, mais dès lors que c'est fini, nous pourrons passer à la signature. Alors, je vais faire l'explication du protocole, du coup, en attendant qu'on puisse démarrer, puisque nous avons mis en place un protocole qui respecte tout ce qu'il faut pour arriver à faire les signatures. Donc, on commencera par Dominique Grevet pour UBFC. Et donc, le protocole veut que vous passiez devant ici la chaire, que vous montiez signer. Donc, Dominique d'abord, et puis j'appellerai les autres présidents et directeurs d'établissement ensuite. Et puis, nous signerons symboliquement sur la chaire un exemplaire de la convention. Et les autres exemplaires sont disponibles à la signature en haut de l'amphi. Donc, tant qu'il n'y a pas trop de circulation dans l'amphi, peut-être, vous pourriez aller signer dans la foulée les uns et les autres en haut, afin que les six exemplaires soient signés. Pour la convention CNRS-UBFC, on signera les 2 exemplaires sur la chaire ici, au moment où vous passerez. Donc les 2 seront faits directement. Oh ben oui. Alors vous avez remarqué que j'étais la seule femme présidente de cette assemblée, ou directrice, donc j'ai vu que dans notre politique partagée, il y avait les mathématiques. Et je me permets de vous offrir, de la part de notre communauté, ce livre sur les objets mathématiques et 2 objets. Et je remercie le laboratoire de maths, ici présent, Christophe Delaunay, qui sont des objets mathématiques. Je suis sûre qu'ils auront leur place sur votre bureau de PDG. Voilà, c'est bon. On peut y aller, alors. Vous pouvez y aller, merci. Très bien, on va pouvoir démarrer. Donc, je vais appeler tout d'abord Dominique Grevet, qui va venir signer pour UBFC. Et je vais appeler, on va essayer de faire dans la foulée, monsieur Vincent Thomas, qui signera au nom de l'UB. Il y a un protocole. Ne me demandez pas pourquoi il y en a un, on va le respecter. Voilà, et donc Vincent Thomas pour l'Université de Bourgogne, Macha Voronov peut se préparer pour l'Université de Franche-Comté.
je sais pas, oui, vous avez votre stylo. Oui, voilà, il y a des stylos d'avance. Je vais ensuite proposer à Ghislain Montavon de s'avancer, qui représente l'Université technologique Belfort-Montbéliard. Un stylo. C'est au tour de Pascal Vérac pour le NES2M. Et nous en sommes à François Rochebrune qui a dû nous quitter pour une autre réunion et qui nous propose d'accueillir Hélène Poirier, sa directrice de la recherche, qui symboliquement va venir signer, même si François avait signé avant, donc les conventions sont bien signées, mais Hélène, tu peux symboliquement, tu peux imiter la signature de François si tu veux, c'est avec plaisir que nous t'accueillons. Voilà, je te remercie Hélène. Bien, nous avons donc signé cette convention UBFC établissement membre et nous allons pouvoir passer à la signature de la deuxième convention, donc qui va lier le CNRS, l'Université Bourgogne-Franche-Comté. Et je vais appeler tout d'abord Dominique Grevet, qui débute la signature pour cette convention de site, et donc Antoine Petit ensuite, et il y aura une petite séance de photos qui permettra d'immortaliser cet instant. Voilà, et monsieur Antoine Petit, si vous voulez bien. Et peut-être Dominique, pourrais-tu rester pas trop loin, qu'on puisse faire ensuite des photos de vous deux? Il n'y a pas les deux? Alors je vais proposer au chef d'établissement ou à leurs représentants de redescendre aussi pour pouvoir prendre une série de photos avec le président du BFC et le président directeur général du CNRS. Et puis ensuite, il y aura un point presse où vous pourrez, pour les chefs d'établissement, le PDG du CNRS et le président du BFC, vous retrouver dans une salle à côté. Et puis nous continuerons ensuite avec une troisième séquence plus scientifique autour des réussites et de quelques exemples de réussites du site Bourgogne-Franche-Comté. Ah oui. Bien, merci à tous. Donc, les présidents et chefs d'établissement vont pouvoir aller dans une salle à côté de cet amphithéâtre pour un point presse. Vous pouvez suivre en haut Fanny Ajac et Emeline Rousseau qui vont vous accompagner. Nous retrouvons ici, alors on a un tout petit peu de retard, on se retrouve en théorie à 15h30 pour une séquence scientifique. Ben, je sais pas si...